Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du débat d'orientation budgétaire de l'année 2026. J'espère qu'il vous a, cet exposé éclairé. J'essaie de faire de mon mieux. De toute façon, ça, c'est l'orientation. Donc, encore une fois, nous allons voter, mais nous n'allons pas voter sur le rapport à proprement parler. Nous allons voter pour dire que nous avons pris connaissance de ce rapport d'orientation. Mais s'il y a des prises de parole, on les écoute. Monsieur Soulier. Merci. Donc c'est un gros document, donc je vais essayer d'être bref, mais il y a quand même pas mal de choses à aborder. Je voudrais d'abord remercier les services pour la qualité de ce rapport d'orientation budgétaire. C'est un travail qui est fastidieux et qui demande de la rigueur. Moi, ce que je voudrais... Enfin, j'ai fait un exercice, je me suis amusé, entre guillemets, à prendre votre programme de candidat et à le mettre en rapport avec ce débat d'orientation budgétaire et ce rapport d'orientation budgétaire. La conclusion à laquelle je vais arriver, et on va en débattre, c'est qu'il y a une absence de stratégie claire. Vous nous parlez... laissez-moi terminer, s'il vous plaît, puis après on débattra. Vous nous parlez de continuer à investir, de maintenir un haut niveau d'investissement. Et à côté de ça, vous nous parlez de préserver nos finances. Alors, j'ai regardé, effectivement, vous nous annonciez une volonté d'avoir une gestion rigoureuse, une fiscalité maîtrisée, c'est en page 3 de votre programme. Et là, la réalité budgétaire dans l'Europe, donc on prend la page 23, je vous donne les références à la page 23 d'Europe, on voit, on en a parlé, hein, vous l'avez abordé vous-même, cette épargne brute qui se dégrade. On passe de 4,13 millions d'euros à 2,83. On voit un taux d'épargne qui passe de 10,27 à 7,1. Et on voit surtout une épargne nette qui baisse, qui passe de 2 millions d'euros à peu près à 482 000 euros. Et la projection pour 2027 nous dit même 105 000 euros. Donc là, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que, bon, vouloir une rigueur budgétaire, c'est bien, mais ça suppose quand même une préservation des marges. Et là, les marges, elles disparaissent, elles se dégradent fortement. Donc votre budget tient encore debout, mais il commence à perdre ses marges de manœuvre. Vous l'avez dit vous-même, hein, je crois, avec d'autres mots. Donc ça, c'est un point inquiétant que je voulais soulever. Ensuite, sur le recours à la dette. Donc vous nous dites aussi dans votre programme, votre objectif affiché de préserver les équilibres financiers et des finances communales. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est page 24 du ROB, si on se penche sur la partie endettement. On voit très clairement que l'emprunt passe de 2,5 millions d'euros en 2025 à 4 millions d'euros en 2026. On voit un encours de dette en hausse et une capacité, vous l'avez dit, de désendettement qui passe de 5 ans à presque 8 ans. Donc, le constat qu'on fait, la conclusion, vous l'avez dit vous-même, c'est qu'aujourd'hui, vous le reconnaissez, le financement des investissements de la ville repose de plus en plus sur l'emprunt. Donc on est sur une trajectoire de plus en plus fragile, une sorte de fuite en avant, on finance des projets par la dette. Moi, ce déséquilibre, moins d'épargne, plus de dette, pour moi, c'est pas protéger les finances, comme vous le prétendez. Ensuite, je me suis plongé dans votre projet. Non, je préfère aller au bout, si vous voulez, parce qu'on va arriver à la conclusion. Dans votre projet, il y a beaucoup d'investissements qui sont prévus. Il y a des investissements, vous nous parlez de construction d'une école, donc sur la ZAC de Ferrolet, moi ça fait un moment qu'on en discute de celui-ci. Également la rénovation d'équipements, vous parlez de la reconstruction des groupes scolaires de Mirabeau et de Pain. Vous nous parlez également d'investissements sportifs, urbains, culturels. Il y a une multiplication des projets. C'est en page 11, 13 et 15 de votre programme. Et la réalité budgétaire, je viens de le dire, l'épargne nette, on le voit, elle est très faible. L'autofinancement, je l'ai dit à l'instant, est en forte chute de 2,2 millions d'euros à 0,48, enfin à 480 000 euros. Il y a une incohérence entre, d'un côté, un niveau d'investissement que vous annoncez et notre capacité d'autofinancement de ces investissements. Donc ces investissements, vous les maintenez, vous nous dites que vous allez maintenir un investissement, mais en les finançant par la dette, si j'ai bien compris. Et vous prévoyez d'investir aujourd'hui de l'argent que la commune n'a pas et qu'elle n'aura pas, en tout cas qu'elle n'aura plus demain.
Donc ça, c'est un point d'inquiétude. Et là où, dans votre rapport d'orientation budgétaire ou dans le débat que vous avez tenu, moi, je ne vois pas quels sont les arbitrages, quelles sont les priorités politiques dont vous allez décider pour arriver à maintenir ce niveau d'investissement dans la situation financière dans laquelle on se trouve. Je poursuis. Ouais, mais la conclusion, elle arrive parce que je voudrais parler aussi du renforcement des services. Vous nous avez parlé de renforcer les services publics, de présence accrue dans les quartiers, de nouveaux dispositifs, etc. Mais encore une fois, les dépenses de fonctionnement, on le voit dans votre projection, sont en hausse de 2,78%. Les charges de personnel, bon, malgré qu'elles soient relativement modeste comparé à d'autres villes qui sont pas à prendre en exemple, on a un budget qui est fortement contraint et il n'y a pas de marge de manœuvre pour ces nouveaux services. Donc vous nous expliquez que vous allez faire de nouveaux services et que vous allez faire en sorte de préserver le budget, les finances de la ville, mais moi je ne vois pas la cohérence entre cette volonté affichée et de l'autre côté, vous ne donnez aucune piste sur comment vous allez arriver à dégager des marges de manœuvre. Donc ce modèle de plus en plus contraint, moi j'aurais aimé entendre, on va parler de recettes très rapidement, quelles sont les recettes qu'on peut envisager. Ensuite, vous nous avez parlé de la solidarité. Donc c'est un mot qu'on retrouve quasiment à chaque page de votre programme. Donc vous nous dites que vous allez renforcer le CCAS, développer des politiques sociales. Alors j'ai noté que c'était en page 7, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et là encore, les recettes de fonctionnement sont en baisse. Moins 1%, hein, grosso modo. Et les recettes de gestion, Nicolas en a parlé à l'instant, en baisse de 10%. J'ouvre une toute petite parenthèse, ces recettes de fonctionnement, on vous avait alerté au moment où vous aviez augmenté les tarifications des aléas et des cantines, en créant ces 10 fameuses tranches au lieu de 6, et où 34% de la population de Tournefeuille s'est trouvée dans la 10e tranche à avoir un doublement de son tarif. On vous a dit, attention, le risque, c'est que les gens sortent les enfants des aléas et sortent les enfants des cantines. Je crois que dans les 10% de baisse, il doit y avoir une bonne partie de ça. Mais je ferme la parenthèse. Donc moins de recettes, ça limite mécaniquement notre capacité à financer des politiques sociales ambitieuses, mais vous nous avez fait de belles promesses sociales, et donc on se demande comment vous allez les faire avec moins de ressources. Pour moi, il y a une incohérence majeure sur ce point-là. J'ai terminé, hein, je terminais, comme ça vous pourrez répondre de manière globale. Donc la fiscalité maîtrisée, c'est aussi une de vos propositions, et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il n'y a aucune stratégie de recette, en fait. Il n'y a aucune stratégie de recette. Sans augmentation de recettes, notre équilibre va reposer uniquement sur la dette ou sur la réduction des dépenses, mais je n'ai pas vraiment noté de réduction des dépenses. Donc, si vous voulez, votre recette qui est de dire pas d'augmentation des impôts, je comprends pourquoi cette année, alors que tout le monde s'attendait à avoir une augmentation, nous n'aurons pas d'augmentation d'impôts, pas d'impôts, pas d'augmentation d'impôts, pas de recettes, et donc plus de dettes. Donc ce triptyque-là, moi, je pense qu'il est dangereux pour la ville. Et je termine, si vous me permettez. La conclusion, c'est quoi? C'est que votre programme, il repose sur 3 axes, davantage de services, davantage d'investissements, une stabilité fiscale que vous nous confirmez, mais ce rapport d'orientation budgétaire, il montre très nettement une baisse assez rapide récemment de l'épargne, une hausse de la dette et des marges de manœuvre qui diminuent. Donc le décalage entre vos ambitions et les capacités sont réels. Et moi, je n'ai pas de réponse à ces questions. Et juste, je terminerai. Donc, vous avez parlé de l'effet ciseau. Vous dites on l'assume, un effet ciseau assumé, mais il n'est pas maîtrisé, cet effet ciseau. Donc, qu'est-ce qui va se passer après 2026? Une épargne nette quasi nulle. Une épargne nette quasi nulle. On va descendre en 2027 à 100 000 euros, hein, on l'a vu. Dette en hausse, une dette en hausse, des marges de manœuvre qui sont épuisées. Donc, est-ce que vous vous préparez à transmettre une situation plus fragile que celle que vous avez trouvée? Moi, ce que je déplore, c'est l'absence de stratégie en termes de recettes. Donc, on aimerait entendre vos priorités claires en termes de recettes. Quels sont les arbitrages que vous allez faire? Quelle est la trajectoire que vous allez prendre pour augmenter les recettes? Un budget, ce n'est pas qu'une addition de chiffres, c'est aussi une vision. Et clairement, là, on a besoin d'un cap parce que ça manque de cap. Oui, je crois que... Là, je vais vous répondre là maintenant. Ce que vous m'avez dit là, cette année, vous nous l'avez dit l'année dernière. Vous nous avez dit exactement la même chose. Et ce que je crois... Ah oui, exactement... C'est moi qui parle maintenant. Hein.
Vous nous avez dit exactement la même chose l'année dernière. Vous vous inquiétez, c'était la catastrophe, on ne faisait pas assez de ceci, on ne faisait pas assez de cela, il n'y avait pas assez de recettes, etc. Et ce que je constate, c'est que nous affichons des résultats bons pour l'année 2025. Ça veut dire que les services, les élus travaillent pour toujours, comme je vous le dis, rester dans des évolutions raisonnables, tout en favorisant donc l'amélioration du service public. Alors, absence de stratégie. On n'est pas dans la stratégie, là. Non, mais vous permettez, je ne vous ai pas coupé la parole. Hein. Bon, ouais. Bon. Donc, on n'est pas dans la stratégie. On est dans un débat d'orientation budgétaire concernant l'année 2026. Voilà. Nos orientations, nous les avons, je les ai évoquées. J'ai indiqué que nous évoluions dans un contexte très difficile, comme toutes les collectivités locales. Et ce qui compte, c'est que nous fassions en sorte d'afficher chaque année de bons résultats, même si ce n'est pas le cas en 2025, même si nous prévoyons une dégradation, comme l'année dernière nous l'avions prévu, nous ferons en sorte d'améliorer nos prévisions, de manière à faire apparaître toujours des indicateurs qui sont acceptés par tout le monde et qui sont définis même par la comptabilité publique. Nous vivons dans une commune, qu'on le veuille ou non, qui est bien gérée, financièrement bien gérée, budgétairement bien gérée. Après, je ne dis pas de quoi sera fait l'avenir précisément, je n'en sais rien, je ne sais rien, mais j'ai des craintes sur les contraintes que nous subirons dans les mois à venir. Sur l'investissement, vous me parlez de notre programme aux élections municipales. Est-ce que vous voulez qu'on prenne le vôtre programme? Est-ce que vous voulez qu'on prenne le vôtre? Non, je finis. Je vous réponds, vous me posez une question, monsieur le maire, vous me posez une question, je vous réponds pas. Non. Est-ce que vous voulez qu'on prenne le vôtre avec la création de je ne sais plus combien d'emplois, je ne sais où, etc. Donc, si vous voulez, on prend le vôtre et on fait une comparaison sur les promesses faites et nous verrons. Non, c'est moi qui parle là, c'est moi qui vous réponds. Au contraire, je pense que... non, mais la stratégie en matière d'équipement, d'investissement, elle sera élaborée. J'en ai un peu assez de toujours répéter les mêmes choses à l'occasion de la constitution de la programmation pluriannuelle d'investissement 2027-2032. Donc je vous dirai l'année prochaine, parce qu'on sera là, hein, on est bien d'accord, je vous dirai comment... en 2025, en 2027, je vous dirai comment nous allons réaliser notre PPI 2027-2032 et comment nous financerons nos investissements. Nous verrons si nous devrons réduire nos ambitions au titre du mandat. Nous verrons comment les choses se présentent le moment venu. Mais voilà, c'est comme cela que l'on fait. Oui, nous souhaitons renforcer les services publics. C'est notre raison de vivre, de renforcer, quand on est maire et responsable d'un exécutif local, et quand on fait partie d'une équipe majoritaire, on est là pour ça. On est là pour renforcer le service public, l'améliorer toujours davantage, pour répondre à une demande qui est celle des tournefeuillets et des tournefeuilleuses. Et c'est pour ça que nous tordons dans tous les sens les chiffres, les indicateurs, les recettes, les dépenses. C'est parce que nous essayons de concilier des contraires. Voilà. Et que nous essayons de faire pour le mieux. C'est ce que nous avons fait pendant tout le mandat et c'est ce que nous continuerons de faire dans les mois à venir. Voilà. Et nous réussirons parce que nous avons de l'ambition, que nous sommes optimistes et que nous sommes certains que nous trouverons les marges de manœuvre nécessaires. C'est tout. Il ne faut pas noircir le tableau comme ça alors que nous affichons en plus pour l'année 2025 et pour ce qui concerne les prévisions 2026, pour l'année 2025 des résultats de bonne qualité. Vous voyez, je ne vais même pas jusqu'à très bonne.
mais de bonne qualité dans un contexte difficile, et que nous affichons pour l'année 2026 des ambitions mesurées, avec donc une conscience de la période dans laquelle rentrent les collectivités locales. Je vous rappelle quand même, je vous l'ai dit déjà, que par exemple Toulouse Métropole se heurte à, et que je sache, donc Toulouse Métropole se heurte à des difficultés budgétaires aussi, et qu'elle va devoir afficher une épargne nette négative. Que je sache, je n'affiche pas dans nos documents une épargne nette négative. Non ? Voilà. Donc, tant que nous n'avons pas d'épargne nette négative, c'est que nous avons de l'épargne et que nous pouvons financer nos investissements. Et nous verrons ce que nous pourrons faire en fonction des événements. Comme les autres, comme le fait le président de Toulouse Métropole, par exemple. Il va se débrouiller pour continuer à investir, malgré son épargne nette. Et je le comprends tout à fait. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout. Bon, c'est notre boulot. On est là pour ça. C'est notre responsabilité. C'est les engagements que nous avons pris vis-à-vis des tournefeuillets. Vous me parlez de la solidarité. Vous êtes contre la solidarité? Vous trouvez qu'on dépense trop pour la solidarité à Tournefeuille? Vous croyez qu'il n'y a que des personnes qui bénéficient de revenus ou de patrimoine important à Tournefeuille? Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais non. Le CCAS ne désemplit pas. Voilà. La situation économique de notre pays n'est pas bonne, tout le monde le sait, même si on fait comme si tout allait bien. Eh bien, il y a des gens, des habitants de Tournefeuille qui ne vont pas bien, et ils ont besoin de la solidarité de leurs congénères, de leurs habitants. C'est tout. Donc oui, s'il le faut, eh bien, nous dépenserons davantage en matière de solidarité, parce que c'est aussi nos valeurs. Ensuite, vous dites que les Alaés, personne n'est parti des Alaés. Je vous ai parlé d'une baisse d'effectifs qui est liée à la baisse du nombre d'enfants. Vous savez qu'on ferme des écoles, que l'État ferme des écoles, des classes, pardon, dans les écoles, et que ça va continuer. Donc occupons-nous plutôt de cela, défendons les parents d'élèves qui défendent leur classe, comme je le fais à chaque fois que je suis sollicité, et peut-être que nous aurons davantage d'élèves dans les Alaés. La fiscalité, oui, on la maîtrise. Vous êtes contre maintenant la maîtrise de la fiscalité? Enfin, je ne sais pas. On essaie de maîtriser la fiscalité. Si un jour on est obligé d'augmenter la fiscalité, comme les autres, nous augmenterons la fiscalité. En attendant, nous essayons de la maîtriser. Nous la maîtrisons. Nous n'augmentons pas le taux d'imposition à la taxe foncière. On ne va pas se plaindre. Les tournefeuillets, je pense, ne vont pas se plaindre. Je suis désolé, ils ne vont pas venir me voir pour me dire c'est pas possible, vous avez encore augmenté les impôts. Non, je n'ai pas augmenté les impôts. Même si les bases augmentent un peu, etc., nous n'augmenterons pas l'impôt cette année, en 2026. Nous maîtriserons la fiscalité. Voilà. Et quant à l'effet ciseau, écoutez, ça fait, je le dis parce que c'est une réalité. Je crois que j'ai commencé à m'occuper des finances en 2017 dans cette collectivité. J'ai toujours entendu parler de l'effet ciseau. L'effet ciseau, c'est quelque chose qui existe depuis toujours dans cette collectivité. C'est structurel. Voilà. Nous devons toujours faire des efforts, même lorsque la situation nationale va mieux. Ici, à Tournefeuille, du fait de notre structure financière, nous sommes toujours obligés de faire gaffe, pour parler simplement. Voilà. Et donc, nous luttons contre cet effet ciseau. Nous faisons le nécessaire pour y arriver. C'est ce qui nous permet, je vous le rappelle, de dégager de l'épargne. Et oui, nous préférons afficher sincèrement des inquiétudes. J'aurais pu vous prévoir n'importe quoi cette année, moi. Donc, on ne le fait pas. Nous préférons être prudents et voir comment, et je pense que c'est une bonne technique, comment nous allons améliorer ces prévisions, comme on l'a fait en 2025. Tout le monde devrait être content. On avait prévu 10, on a obtenu 15, tant mieux, au lieu d'essayer de trouver des raisons, de critiquer, etc. Voilà, c'est tout. J'ai dû oublier des choses. Vous me parlez de l'endettement. Ben oui, on s'endette, toutes les collectivités s'endettent. On a un niveau d'endettement qui est correct. Voilà. Sinon, il y a longtemps que le préfet m'aurait appelé.
Il y a longtemps que le comptable public nous aurait dit c'est pas possible, vous allez dans le mur. Et même, je vais vous dire, il y a longtemps que le préfet il aurait pris la main sur les finances de la collectivité. Or, que je sache, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc arrêtons de voir tout en noir. Hein. Nous essayons de faire pour le mieux. Quant à notre prospective au-delà de l'année 2026, je le redis, c'est à venir. Et rassurez-vous, nous avons des idées, celles que vous avez évoquées, peut-être qu'on vous en piquera d'ailleurs, qui sait. Et puis, nous trouverons les moyens d'avancer, c'est tout. Voilà, soyons optimistes. Monsieur Soulier, oui, bon, il est 22h. Hein. 22h30, on me dit. Et puis, il y en a d'autres qui voudraient parler. Donc, c'est la dernière fois. Sur ce sujet-là, de toute façon, il y a le BP. J'attends que vous me donniez la parole, je l'ai demandé. Voilà. Allez-y, allez-y. Pardon ? Coupez votre micro, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, bon, vous remarquerez que je vous ai laissé parler. Vous m'avez coupé tout à l'heure. Vous m'avez empêché d'aller au bout de... Excusez-moi, je peux... Non, je n'ai pas allumé mon micro, contrairement à vous. Donc, si vous permettez, bien. Donc, vous m'avez coupé tout à l'heure. Je n'ai pas pu aller au bout de ma réflexion. Bon, c'est pas très démocratique. Oui, Monsieur Lombardo, prenez le micro si vous avez quelque chose à dire, Monsieur Lombardo. Non, c'est moi qui pilote. Bah alors, calmez votre adjoint, là. Très bien. Donc, vous remarquerez que je vous ai laissé parler longtemps. Je regarderai par curiosité combien de temps vous avez parlé, rapporté à ma prise de parole. Moi, je n'ai pas pu aller au bout de mon raisonnement. Vous nous avez fait 10 bonnes minutes. Très bien. Moi, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. J'ai essayé de vous dire quelque chose. Vous n'avez pas entendu. Vous avez répondu par une caricature. Et je vais reprendre vos mots. Vous nous dites, nous sommes certains que nous trouverons les marges de manœuvre. C'est ça que moi j'aimerais entendre. Vous nous parlez de marge de manœuvre. Expliquez-nous. Parce que votre programme promet plus de tout, plus de services, mais pas votre programme, votre débat d'orientation budgétaire, le rapport qu'on vient de regarder. Plus de services, plus d'investissements, plus de solidarité. Et je ne suis pas contre la solidarité. Encore une fois, vous caricaturez mes propos. Ma question, c'est... écoutez-moi, ouais. Ma question, c'est que votre budget qu'on vient de regarder, il dit exactement l'inverse. Il dit qu'on a moins de marge, moins d'épargne et plus de dettes. C'est pas tout voir en noir. C'est juste mettre le doigt sur une incohérence. Et moi, là où j'aimerais vous entendre, parce qu'entre les promesses et la réalité, il y a un écart. Et cet écart, c'est les tournefeuillets qui risquent de le payer demain. Moi, j'aimerais vous entendre sur les recettes. C'était l'objet de ma question, de mon intervention. Je n'ai pas pu aller au bout. Alors, peut-être qu'il aurait fallu que j'aille au bout pour que vous entendiez ce que j'avais à vous dire. Vous nous dites... Pour augmenter les recettes, il n'y a pas 36 solutions, c'est augmenter la fiscalité, ça vous savez faire, ou chercher à vendre le patrimoine. Oui, là cette fois, ouais. En général, c'est l'année qui suit les élections. Merci, je poursuis si vous permettez. Et également, le troisième point, pardon, excusez-moi, vous venez de parler pendant 10 minutes. Je parle depuis 1 minute 30 et je ne peux pas terminer mon propos. Non mais, c'est pas démocratique, monsieur le maire. C'est pas démocratique. Vous me coupez la parole. Bien. Donc vous nous dites... Trouver des recettes supplémentaires, c'est augmenter la fiscalité. C'est vendre le patrimoine. Vous oubliez une chose. On a parlé... excusez-moi, mais si je ne peux pas faire une phrase... Si je ne peux pas faire un blanc dans une phrase sans que vous me coupiez, ça ne va pas être possible. Non, vous l'avez dit. Et on a parlé, Nicolas a soulevé... Merci. Bon, écoutez, je vais attendre que vous ayez terminé, je reprendrai mon propos. Je peux poursuivre ? Sans être coupé, merci. Donc, vous nous dites... Moi, la question que je vous posais, c'est, vous nous dites très gentiment que nous trouverons des marges de manœuvre. La question, c'est comment allons-nous trouver des recettes ? Vous nous dites, c'est augmenter la fiscalité ou vendre le patrimoine. Il y a une troisième option qui consiste à accueillir des entreprises. Alors, écoutez, si c'est l'Assemblée nationale ici, il faut le dire tout de suite, hein, parce que... merci. D'accord. Eh bien, écoutez, d'accord. OK. Alors... Merci. Alors vous avez le droit de caricaturer et on vous laisse parler. Et quand moi je prends la parole, vous me coupez systématiquement. Et je crois que c'est inacceptable d'entendre se faire huer comme ça. Non mais alors écoutez, c'est pas possible, monsieur le maire. C'est pas possible. On peut pas débattre. Le débat d'orientation budgétaire, il n'a pas lieu là, hein, en réalité. Ça fait 1 heure qu'il a lieu. Oui. Non, moi je vais compter ma prise de parole. J'ai pas parlé 1 heure. Excusez-moi, contrairement à vous. Donc si vous permettez que j'aille au bout de ce que j'ai à vous dire, et que vous ne voulez manifestement pas entendre,
Nicolas Samuel a pris la parole, il a parlé d'Airbus, vous avez caricaturé les industries. Personne n'a l'ambition de faire venir des industries. Merci de me laisser terminer une phrase, monsieur le maire, s'il vous plaît. Je vous écoute pas, je poursuis, je vous écoute pas. Très bien. On ne parle pas d'industrie, on parle d'accueillir des entreprises. Dans les recettes d'une ville, et vous nous dites, c'est comme ça, Tournefeuille n'accueille que des nouveaux habitants, on ne peut pas, c'est pas, à une époque, on m'a même expliqué que ce n'était pas dans notre ADN. Bon. Accueillir des entreprises, on n'a pas d'endroit pour les accueillir. Bien sûr, vous avez vous-même cité la Socamil, vous dites, mais aujourd'hui c'est une OAP. Bah parce que vous en avez la volonté de transformer cette zone d'activité économique en zone de logement. C'est le PLUIH qui l'a décidé, le volet habitat du PLUIH de Tournefeuille. Et donc, nous, on pense qu'accueillir des entreprises, ça serait vertueux pour justement sortir de cette spirale où on a toujours plus de dépenses et toujours moins de recettes. Donc voilà, et quand on vous met ça sur la table et qu'on vous fait cette suggestion de réfléchir à faire de notre ville une ville qui est capable d'attirer de l'activité économique, vous caricaturez en nous parlant d'industrie, en nous disant que les Tournefeuille ne veut pas d'industrie, mais personne vous a jamais parlé d'installer des industries à Tournefeuille. Donc là, voilà, cette caricature, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est compliquée. La question, c'est pas de tout voir en noir, c'est d'essayer de sortir une stratégie, une vision pour faire en sorte que les recettes de la ville augmentent. Et moi, je suis désolé de vous le dire, je n'ai pas vu cette vision dans votre débat d'orientation budgétaire. Je vous remercie et je vous laisse parler maintenant. Voilà. D'accord, mais ça, d'accord. Parler manifestement. Mais,